disponibilité. Pour ne pas dire qu'on cherche à avoir la surmaintenance. On ne le cherche pas, donc on est, on est parfois donc censé avoir plus, ça veut dire à dépasser la zone optimale vers une zone qui n'est pas optimale, surtout pour la question de la disponibilité. Si je cherche à avoir le maximum de disponibilité, il y aura un coût que je dois payer. Je ne sais pas, est-ce que vous avez saisi la réponse ou non? Oui, monsieur, merci. D'autres questions? Monsieur, pour la disponibilité opérationnelle au début de nombre d'arrêts de la machine, il est croissant par rapport lorsque le nombre d'arrêts de la machine augmente parce que le MTBF au début est décroissante. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est grand par rapport au nombre d'arrêts croissants. Reprenez votre question, comme ça je la positionne par rapport à ce schéma-là. Vous parlez de ce schéma-là. Oui, monsieur. Dans le début de nombre d'arrêts de la machine, on a la disponibilité opérationnelle est 0,80 augmentée par rapport lorsque le nombre d'arrêts augmente. Est-ce qu'il a une relation avec le TBF? Non, vous n'avez pas lu correctement le graphique. Vous avez dit le contraire. Lorsque vous aurez moins d'arrêts, vous aurez maximum de disponibilité. À ce niveau-là, vous aurez le maximum de disponibilité parce que c'est moins d'arrêts. Ah, d'accord, monsieur. C'est le même schéma que nous avons utilisé pour l'écho. Ce que nous avons rajouté par rapport à ce schéma-là, la relation entre la disponibilité et l'investissement en termes de coût qu'on va mettre. Donc, ça veut dire, si on cherche le maximum de disponibilité, ça veut dire que le coût, il va augmenter. Nous avons une zone économique, ça veut dire une disponibilité économique. Et nous avons une zone, normalement, qui n'est pas bonne. Donc, c'est une zone où nous aurons moins de disponibilité et également plus de coûts. Et en même temps, vous avez, ça veut dire, vous avez évoqué une chose que je dois préciser au niveau de cette échelle-là que vous voyez ici. C'est l'axe de disponibilité. Dans ce sens-là, la disponibilité elle augmente. Je vais effacer. Comme ça, vous aurez une vision claire. Alors, dans ce sens-là, vous voyez le sens, la disponibilité, elle augmente. Oui, monsieur, c'est clair maintenant. OK, dans ce sens-là, ça augmente. Les chiffres que vous voyez ici, c'est à titre indicatif. Moi, je les mets d'une façon arbitraire. Ça veut dire, c'est pour dire que
à ce niveau-là, c'est 1, et par la suite, ça va diminuer, ça va diminuer. Donc, ce n'est pas forcément que vous aurez, par exemple, est-ce que ça, c'est à 0,95? Peut-être c'est à ce niveau-là ou à ce niveau. Mais ce que vous devez retenir, c'est l'axe. Dans ce sens-là, ça augmente la disponibilité. Dans le sens. Dans le sens contraire, la disponibilité, elle diminue. D'une manière compatible avec les coûts qu'on va engager. Si vous engagez plus sur la maintenance, c'est sûr et certain que vous aurez le résultat de la disponibilité qui sera donc également meilleur. Si vous négligez la maintenance, la disponibilité elle sera moins et il y a une zone économique effectivement avec un coût minimal d'investissement. Donc c'est la disponibilité économique. Est-ce qu'il y a d'autres questions en relation avec la disponibilité d'une manière générale? Des exemples pour la disponibilité, au lieu de parler de la disponibilité unitaire, alors on va voir la disponibilité, par exemple, pour une ligne en série. Et même pour une ligne qui sera en parallèle, et même une ligne avec une possibilité, ce qu'on appelle de emporter et déporter le stock, qu'on va le voir sur le slide suivant. Alors, pour une disponibilité de cette ligne qui est constituée de plusieurs unités, donc des unités, unité 1, unité 2, si on considère ces unités, ce sont des équipements, s'ils sont en série, donc le flux d'entrée, il est là, et la sortie de leur travail, il sera là. Alors, pour calculer la disponibilité de cette ligne en série, on va la calculer à travers cette formule. Elle est très proche lorsque vous allez multiplier les disponibilités unitaires de chacune de ces unités. Ça veut dire D égale au produit des DI. Il varie de 1 jusqu'à N. Donc, la valeur de celle-là, elle est plus proche que celle-là. Donc, ça, c'est pour un modèle en série ou la composition de la disponibilité en série. Donc, on va voir l'autre configuration sur une chaîne qu'on appelle rempotage-dépotage. Alors, dans la spécificité de ce modèle-là, qu'il est possible, en cas de panne d'une unité, par exemple, si une unité X elle est en panne, il est possible de remporter le stock qui est en aval et de déporter le stock qui est en amont. C'est tout simplement, vous avez un stock intermédiaire ici, et une fois vous aurez le stock entre l'unité 1 et l'unité 2, c'est le stock N2. Donc, on peut déporter de ce stock lorsque cette unité est là. Donc, il a rempli le stock. Donc, ça veut dire on va utiliser le stock une fois. Par exemple, celle-là, elle a tombé en panne. Et c'est la même chose pour celle-là.
Donc, cette machine-là, elle peut utiliser ce stock. Et surtout, on peut rester, ça veut dire vigilant par rapport à cette configuration. Il peut être valable le moment où le stock il sera rempli. Une fois le stock il sera épuisé, donc cette solution, il n'a pas d'impact, un vrai impact sur la disponibilité de la chaîne. Et même elle a été signalée à ce niveau-là. Ceci est valable en cas d'un court arrêt. Si nous avons un arrêt et le stock, donc il a été disponible pour qu'il sera utilisé par l'unité qui se trouve dans la suite de celle qui a tombé en panne. Alors, à votre avis, dans ce cas-là, combien il sera la disponibilité de la ligne? Elle va dépendre de la taille des stocks intermédiaires. Il y a une influence, mais c'est encore plus simple. De toute façon, le stock, oui, il va influencer. Monsieur, c'est la disponibilité des U1 et U2. Non, là, on parle d'une chaîne générale, ça veut dire I1, I2, I plus 1. Ce n'est pas ça la question. D'une manière générale, par rapport à cette configuration, la disponibilité de cette ligne complètement, il sera égal à quoi? Il dépend de quoi la disponibilité de la ligne? Il dépend de quoi? Votre collègue, il a signalé qu'il dépend du stock, etc., entre les unités. Ça dépend des unités aussi, eux-mêmes. Donc, la vraie influence, c'est les unités. Alors, si nous avons une unité, par exemple, X, elle est plus disponible qu'une unité Y. Alors, la disponibilité totale, elle dépend de quelle unité? X, il est plus disponible que Y. De celle avec le moins de disponibilité. Donc, c'est la plus faible. Donc, il dépend de celle qui est la plus faible. Donc, si Oui. Y. Donc, ça veut dire, lorsque une machine elle va tomber en panne, puis donc on va utiliser un stock intermédiaire, une fois il sera épuisé, donc la disponibilité de la ligne dépend de l'élément le plus fragile, le moins disponible. Donc, c'est ça la disponibilité de la ligne. Donc, la disponibilité de la ligne, il dépend du minimum des disponibilités qui constituent la ligne. Donc, il sera égal à celle de l'unité la plus faible. Parce que c'est elle qui va conditionner la disponibilité résultante par la suite. Puis on va passer au modèle des unités en parallèle, ou ce qu'on appelle aussi en redondance active. Alors nous avons les unités en redondance active. Donc d'une manière similaire, si on va revenir même sur la question de la fiabilité, vous allez trouver une formule plus proche. Donc la disponibilité de cette chaîne-là, elle sera de la manière suivante. C'est 1 moins le produit de 1 moins DI, avec le produit il varie de 1 jusqu'à N. Donc ça, c'est en parallèle.
avec de toute façon une spécification que vous allez trouver sur le texte. Donc, je vais actualiser le cours là. Non, vous n'avez pas cette partie-là. C'est juste les deux slides, les deux derniers slides. Alors, à ce niveau-là, vous allez trouver que puisqu'on parle de la redondance active, ça veut dire celle-là, comme celle-là, comme celle-là, elle assure la même fonction. Donc, elle assure la même fonction pour qu'il puisse donc, ça veut dire répondre aux besoins de la production. Alors, une fois une de ces unités tombe en panne, les autres, ils vont compléter ça veut dire le manque qui a été généré à cause de l'indisponibilité de cette unité. Donc, ils vont compléter le manque. Alors, comme ça, on a terminé avec la disponibilité. Alors, vous allez trouver un exemple comme application. Donc, prenez-le sur Moodle. Comme ça, vous allez mettre la première application. Je vais ignorer ça. Donc, vous allez le trouver sur... c'est le dernier. Application 2. Donc, étude de cas 2, application 6. Là, je reviens. Donc, c'est à ce niveau-là, application 2, vers la fin. Alors, essayez de le faire. Donc, c'est un système en série. Donc, les trois machines, elles sont en série. Avec les données suivantes. M1, M2, M3. Ça, c'est pour les MTBF, pour les MTTR. Alors, il fallait calculer la fiabilité au bout de 120 heures et la disponibilité du système par la suite.
Monsieur, Est-ce que vous avez fait les calculs pour la fiabilité? monsieur, la fiabilité, Oui. c'est Oui. 7,42%. Combien? 7,42. 7,42. Oui. Comment vous l'avez calculé? Monsieur, le produit de R1 fois R2 fois R3. Et Mhm. R1 est égal à l'exponentielle moins lambda 1t. Ça veut dire que lambda est égal à 1 sur MTBF1. Donc, c'est Mhm. l'exponentielle moins t sur MTBF1. Donc, le produit, ça va nous donner l'exponentielle moins 1 sur MTBF1 plus 1 sur MTBF2 Mhm. plus Mhm. 1 sur Mhm. MTBF3 fois t. Donc, avec calculatrice, on nous donne 7,42%. Donc 120 heures. Oui, monsieur, c'est la même valeur. Oui, monsieur. Ok. Oui, monsieur. Donc R système, il sera égal exponentielle moins lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 fois t. Donc vous avez remplacé chaque taux de défaillance par son équivalent. Donc sur 1 sur MTBF1 plus 1 sur MTBF2 plus 1 sur MTBF3 fois le temps qui sera égal donc vous allez remplacer les éléments et multiplier t par 120. Donc vous avez trouvé combien? 7, 7,4. 4,4. 42%. 7,42. Je cherche juste à savoir est-ce que c'est pourquoi c'est faible. Je conserve. Je pense que c'est la période de la jeunesse. Non, 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 c'est juste pour les calculs. Alors, MTBF est égal à 200, 100, 150. Oui, effectivement, parce que donc on a calculé une fiabilité au bout de 120. Alors que MTBF, déjà, elle est plus proche de celle qui est la plus faible. Donc vous voyez, M2 même, il remonte à 200. C'est presque, ça dépasse même 70%. Oui, donc c'est le temps, puisqu'on on a calculé le temps au bout de 120. Et pour cette raison-là, il nous a donné cette valeur-là, et surtout avec la multiplication des valeurs qui seront plus faibles. Alors ça, c'est pour la première question, pour la première moitié de la question. La deuxième moitié, la disponibilité du système. Alors, comment on va procéder pour calculer la Monsieur, fiabilité du système? monsieur, on va calculer la disponibilité pour chaque unité. C'est Mhm, 1 sur 1 plus MTTR1 sur MTBF1 et mhm, ainsi de suite.
Et ensuite, on va calculer la disponibilité totale pour le système. C'est 1 sur la somme des 1 sur les disponibilités moins n moins 1. Ok. Donc, ça veut dire, tout d'abord, il faut calculer la disponibilité individuelle pour chaque machine. Alors, on va. Donc, c'est juste, vous allez vous-même faire les calculs. Donc, vous aurez D1, il sera égal MTBF1 divisé par MTBF1 plus MTTR1. Si on va remplacer MTBF1 combien? 100, 150. 150 Oui. divisé par 150 154. plus 4. Donc ça veut dire que vous allez diviser 150 sur 154. C'est Vous aurez 97. donc 0,97. D2 combien? Donc vous allez faire la même chose. Même chose, monsieur, 0,97. Donc 150 MTBF de combien? 100, la 120, on est 200. 200. 200 divisé par 200 plus 6. 200 Plus Plus 6. 6. plus 6. Oui. Donc qui est égal 0,97 également. Oui. Puis D3 C'est 100 sur 100 sur 100 et 100 Plus plus, plus 1. plus 1. Donc c'est 100 divisé par 101. C'est 0,99. Alors le calcul de la disponibilité de l'ensemble. Donc, je vais juste remplacer les éléments sur l'équation. Je vais utiliser ce slide directement. Alors, D de l'ensemble sera égal à 1 divisé par la somme. Donc, ça veut dire c'est 1 sur D1 plus 1 sur D2 plus 1 sur D3. Moins n, donc n nous avons 3, moins 1 c'est moins 2. Donc combien vous avez trouvé? 93. Donc il est égal à 0,93. Essayez de comparer cette valeur-là avec la valeur de la disponibilité lorsque vous allez multiplier. Ça veut dire vous allez calculer des systèmes, donc DS, qui sera égal D1 fois D2 fois D3. C'est très proche, c'est 93,6 au lieu de 93,6. Presque égaux, monsieur. Donc vous allez trouver que ils sont égaux. Alors ça c'est pour l'application.
Pour ceux qui veulent, on va conserver ça. Donc, ceux qui veulent noter juste les résultats pour les vérifier par la suite. On n'a pas encore terminé l'application. Une fois nous avons une courbe, donc on va la laisser à la séance prochaine présentielle. Alors, je reviens aux équations de la disponibilité. Donc, juste un complément que vous devez connaître. Donc, généralement, que ce soit celle-là ou celle-là, surtout celle-là. Donc, cette formule-là, c'est celle qu'on utilise pour la disponibilité opérationnelle MTBF sur MTBF plus MTTR. Alors, on a calculé la disponibilité sur la base des moyennes. Ça veut dire la moyenne des temps entre défaillances, la moyenne du temps, du temps de réparation. Donc, on peut également, ça veut dire évaluer la disponibilité, ce n'est pas sur la base des moyens, sur la valeur totale du fonctionnement. Par exemple, je peux mettre le cumul du temps de fonctionnement divisé sur le cumul, ça veut dire sigma des temps de fonctionnement, plus sigma du temps non-fonctionnement, NF. Au lieu de calculer la disponibilité sur la base des moyens du temps entre défaillances, je peux même l'évaluer à travers ce type de forme. Ça veut dire on va cumuler les temps de fonctionnement divisé par même ces temps de fonctionnement plus le cumul de temps de non-fonctionnement, ça veut dire là où la machine s'est arrêtée. Il va nous donner également une disponibilité. Ça veut dire dans les classes générales des équations qui nous permettent de calculer la disponibilité, il y a deux tendances. Soit on va utiliser les moyens, ça veut dire on va calculer les moyens comme on l'avait ici, soit on va utiliser, ce n'est pas le moyen, c'est le temps également, le total, comme il a été montré sur cette formule. Et ce n'est pas les seules façons, c'est juste, il faut connaître qu'il y a plusieurs manières pour évaluer la disponibilité. Mais généralement, ce que vous allez trouver la plus répandue, c'est celle-là. C'est celle-là qu'on trouve pour calculer la disponibilité opérationnelle. Et même si on veut aboutir à cette formule autrement, donc on peut mettre celle d'IL, ça veut dire on va considérer le temps moyen, donc la disponibilité elle sera égale, et je reviens, comme ça vous n'allez pas me poser des questions. Je reviens à ce schéma-là. Alors, je vais utiliser min uptime et je vais utiliser min downtime. Donc, c'est le seul élément que je vais utiliser pour évaluer la disponibilité.
Donc, mean uptime, c'est pour le fonctionnement, mean downtime pour le non-fonctionnement, c'est l'indisponibilité. Alors, je reviens au slide. Donc, la disponibilité, elle sera égale à mean uptime divisé par mean uptime plus mean downtime. Alors, si ça veut dire si les attentes ils sont négligeables devant le MTTR, le mean downtime il tend vers MTTR. Et de toute façon, c'est MTTR également. Il est négligeable devant MTBF. Vous aurez mean uptime, il sera égal à MTBF. Donc, ça veut dire qu'on va revenir à cette équation. MTBF, il sera remplacé. Il va remplacer mean uptime. Et MTTR, il va remplacer mean downtime. Parce que dans le cas normal, MTTR, il doit être négligeable devant MTBF. Ça, c'est sûr. Et dans le cas normal, les attentes et les pertes, ils doivent être négligeables devant MTTR. Donc, mean downtime, il sera égal à MTTR. Donc, et vers la fin, cette formule, il va nous conduire vers cette formule. Celle-là, il va nous conduire vers celle-là. Est-ce que c'est clair, juste ce complément par rapport aux équations? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair les approximations que j'avais dit? Une fois MTTR, ça veut dire il est négligeable devant MTBF, nous aurons mean uptime, il sera égal à MTBF. Et la même chose, lorsque les temps d'attente et les pertes qu'on aura dans le cas où la machine il sera en arrêt pour réparation, donc le mean downtime, il sera égal au temps de réparation, ça veut dire il sera égal à MTTR. C'est bon, c'est clair? Oui, monsieur. Alors, donc je laisse les applications pour la semaine prochaine, surtout ceux qui sont en relation avec la fiabilité, qui sont sur Moodle. Donc, j'avance. Donc, je laisse l'AMDEC dernière. Je présenterai les arbres de défaillance. Donc, ils sont très simples. Alors, parmi les outils les plus répandus à l'échelle également de la fiabilité, c'est les études AMDEC. Donc, on va les voir à part. Et les arbres de défaillance. Alors, le terme arbre de défaillance, c'est une arborescence puisque nous avons
on va aboutir à ce type de schéma. L'objectif, c'est d'arriver donc à élaborer cet arbre de défaillance. Pourquoi c'est un arbre de défaillance? Parce que donc, ça va nous conduire de comprendre et de savoir les causes racines d'une défaillance. Donc, elle peut être appliquée dans la sûreté de fonctionnement pour pouvoir arriver donc à analyser les causes racines, à identifier les causes racines. Et on peut l'utiliser également si on est dans un autre contexte dont on va chercher les causes d'un accident, les causes d'un problème de sécurité. Donc, c'est la même philosophie. Donc, notre objectif, c'est d'arriver à ce type de schéma. Et comme vous le voyez, ici, nous avons des éléments que vous connaissez. C'est quoi ces éléments-là? Les portes logiques. Donc, ce sont des portes logiques que vous avez déjà eu l'occasion de voir l'électronique numérique ou